République du Sénégal, qui nous a donc lu ce superbe décret, hein, c'est-à-dire dans le plus grand des calmes, le numéro 2026/1118 du 22 mai 2026, portant justement sur le limogeage du Premier ministre et par ricochet évidemment la chute du gouvernement sénégalais tout entier. Cela signifie qu'avant qu'on ne trouve un nouveau Premier ministre qui va confectionner avec le président de la République un nouveau gouvernement, les ministres actuellement sont simplement chargés, comme on a l'habitude de dire, d'expédier les affaires courantes. Monsieur Ousmane Sonko vient de déposer les clés, comme Jocelyne Labille, à l'endroit où Diomaye sait. Il a abandonné ses véhicules de fonction, évidemment comme l'exige les us protocolaires, les transparences d'usage. Il a remis justement les clés du petit palais dans lequel il résidait et il est retourné dans sa maison à la cité Cœur Gorgui. Alhamdoulilah, je vais dormir le cœur léger ce soir à la cité Cœur Gorgui. Si c'est fichu, entre nous, la vie continue malgré tout. Il y a beaucoup de sérénité, beaucoup de réalisme dans l'attitude d'Ousmane Sonko, pas d'affolement, beaucoup de présence et de considération de la réalité. Dans ses attitudes, il prend acte justement du nouvel état de fait et il dit bon, Monsieur Diomaye Faye a décidé qu'il est désormais davantage le président de la République du Sénégal que mon camarade de lutte. Il a décidé de faire cavalier seul, de manière visuelle, de manière claire. Jusqu'à présent, il le faisait de manière plus ou moins voilée par communication interposée par bifurcation et par concertation à huis clos avec Emmanuel Macron et des émissaires du FMI. Il y avait énormément de points d'interrogation sur ce qu'il cherchait réellement à faire. Maintenant, au moins à ce niveau, il n'y a plus de points d'interrogation. Les seuls points d'interrogation sont plutôt sur la suite des événements. Mais pour ceux qui se posent la question, parce que c'est une discussion qu'on a eue hier avec quelques-uns de nos compatriotes camerounais, est-ce que c'est un coup monté entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye dans le but de préparer l'élection de 2029 pour Ousmane Sonko, ou alors c'est une rupture réelle? Nous allons voir ça aujourd'hui, ce soir. Continuez de partager le live et de tapoter massivement pour le sécuriser. Nous allons développer un peu au regard de l'histoire les conclusions qu'il convient de tirer ici. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup me référer au passé parce que ça nous permet de tirer vraiment la substantifique moelle de ce qu'il y a à apprendre des événements d'aujourd'hui. Et quand vous regardez un peu l'histoire du Sénégal, vous constatez que les événements actuels n'ont rien de nouveau. Ils se sont déjà déroulés dans une configuration à 95% similaire. Je dis bien à 95%, c'est-à-dire c'est littéralement l'épisode d'un feuilleton qu'on a simplement rediffusé avec une petite retouche de l'image. Mais sinon, c'est exactement la même chose. On va voir ici de quoi il est question dans le détail. Je parle évidemment de la crise politique de 1962 entre monsieur Mamadou Dia et monsieur Léopold Sédar Senghor. Et comme on est camerounais, parce que vous aimez bien que votre pays, le Cameroun, soit mis au centre de tout, vous n'aimez même pas souvent quand on se focalise un peu trop sur les autres parce que vous considérez qu'on est le continent, nous allons évidemment aussi, à la sortie de l'émission, essayer de voir les leçons qu'on peut tirer en tant que Camerounais au regard de la pièce de théâtre, comme j'ai coutume de l'appeler, qui s'est déroulée en 2025. Et évidemment, en amont, on va voir un peu le contexte un peu général de la politique au Sénégal, depuis Macky Sall jusqu'aux élections de mars 2024. Ensuite, on va voir un peu les fissures, les éléments, les signes avant-coureurs qui ont conduit à la situation que nous voyons aujourd'hui entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Est-ce qu'il y avait des indices? Est-ce qu'il y avait une perception? Est-ce qu'il y avait des éléments qui tendaient justement à nous amener vers cette... ce dénouement? Est-ce qu'il y avait des choses qui, quand on les voyait, on se disait ça sent pas bon, ça ne sent pas bon du tout. Donc nous allons voir tout ça et voilà, on va évidemment regarder aussi la différence d'approche entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye maintenant que c'est arrivé. Est-ce que voilà, maintenant que c'est arrivé, est-ce que finalement
c'est simplement deux personnes qui se font une guerre d'ego, ou alors c'est réellement deux approches différentes du point de vue de la politique interne du Sénégal ou du point de vue évidemment des relations entre le Sénégal et l'extérieur. Donc on a un superbe programme ce soir et voilà, je vous invite donc une fois encore à vous installer confortablement, à sécuriser la conférence et éventuellement dans quelques heures, une fois qu'on aura fini, si l'énergie le permet encore, on pourra permettre à deux, trois personnes d'intervenir. Les Sénégalais, évidemment, si il y en a. Donc, on va pas décortiquer la politique sénégalaise et on va voir, en fait, dans quoi on est actuellement embarqué. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport... Bon, situons un peu d'abord, racontons un peu l'histoire dans le détail à ceux peut-être qui ne sont pas au courant. Le Sénégal, depuis la chute de Macky Sall en mars 2024, ou plus précisément le 2 avril, date de l'expiration de son mandat, est dirigé par un homme, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un inspecteur d'impôts de carrière qui était accessoirement membre influent du parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est ça qu'on appelle le PASTEF, un parti donc qui avait pour porte-flambeau, pour personnage principal, Ousmane Sonko. Pourquoi Bassirou Diomaye Faye est le président et non pas Ousmane Sonko, me demanderiez-vous, alors que c'est Ousmane Sonko que je présente ici comme le personnage alpha et la personnalité la plus populaire du parti? C'est parce que Macky Sall, l'ancien président, un France-Africain jusqu'à la moelle épinière, celui qui obéissait à Emmanuel Macron au doigt et à l'œil, Macky Sall a trouvé un stratagème assez intelligent, tout aussi intelligent que cynique, pour empêcher une vision plus radicale de la politique d'accéder au pouvoir. D'abord, ce que Macky Sall voulait, c'était de rester au pouvoir. Il n'a pas pu rester au pouvoir à cause de la pression populaire des Sénégalais qui ont vraiment été un peuple et à qui j'adresse mes chaleureuses félicitations de n'avoir pas permis cela à l'époque en 2024, d'avoir menacé de tout foutre en l'air si Monsieur Badio Camara, le président de la Cour constitutionnelle, ne disait pas le droit et si voilà les candidatures aussi des leaders du PASTEF, si ce n'est pas Sonko, au moins que ce soit quelqu'un d'autre désigné par Sonko, que ces candidatures, le peuple qui a œuvré pour que ces candidatures soient validées. Donc, Sonko a été mis de côté à cause d'une affaire assez sordide, assez loufoque, assez bizarroïde, qu'on lui a collé sur le corps, une affaire de diffamation. Macky Sall était très inspiré et à l'époque, il y avait des accusations de viol. On avait une coiffeuse là, Madame Adjissar, chez qui Sonko, dit-on, est allé solliciter des services professionnels, donc se faire coiffer, et qui aurait, entre parenthèses, exigé bien plus que ça. Ce que Madame Sarr aurait refusé et Sonko aurait essayé de forcer la chose. Donc, Adjissar est venu sur la place publique en accusant Monsieur Sonko d'agression sexuelle. C'est quelque chose qui n'a pas été prouvé à ce jour et on connaît un peu la politique africaine. Je ne veux pas évidemment défendre les bourreaux face à une femme qui potentiellement a vécu un traumatisme, mais je ne veux pas également que la politique soit instrumentalisée pour pourrir la vie à un homme qui possiblement est innocent. À ce jour, de ce que je possède comme élément, la justice n'a pas établi de manière incontestable la culpabilité de Ousmane Sonko. Donc, il ne serait pas judicieux pour moi de condamner quelqu'un dont la justice de son propre pays n'a pas prononcé de condamnation. Et quand on sait qu'on est en politique version Afrique, évidemment, les despotes au pouvoir ne reculent devant rien pour empêcher les opposants de se déployer. Il y a personne parmi vous que ça va surprendre s'il s'avérait demain que Macky Sall a fait cela de manière totalement délibérée pour entraver le parcours politique de Ousmane Sonko. Vous allez d'ailleurs constater qu'il a été victime des mêmes accusations que Socrate. À l'époque, il y a plusieurs siècles, au moins 4 à 5 siècles avant notre ère, on accusait Socrate dans la Grèce antique de corrompre la jeunesse. On a aussi accusé Ousmane Sonko, Ousmane Socrate, par l'occasion de corrompre la jeunesse. Ce sont les mêmes accusations, hein. Corruption de la jeunesse incroyable. On l'a accusé d'insurrection, on l'a accusé de diffamation, on l'a accusé en fait de tout ce qui finit par ion pour qu'il ne puisse pas se présenter et donc il n'a pas pu se présenter parce qu'il était incarcéré. Maintenant, il y a eu des événements politiques. Il y a eu des contestations populaires au Sénégal au courant de l'année 2024. C'est qu'il allait miser sur... Enfin, Macky Sall pensait miser sur l'élimination d'Ousmane Sonko pour au moins
porter son poulain au pouvoir, son ancien premier ministre Amadou Ba, qui était très faible, qui n'a aucune compétence, qui n'a aucune personnalité, aucune aura politique, et donc Macky Sall se disait, bon, je n'ai pas pu moi-même me présenter, j'ai peut-être commis l'erreur de me mettre en avant parce que je pensais que j'allais rester au-delà du 2 avril, que j'allais aboutir à une prorogation de mon mandat pour au moins 6 mois et que mon poulain Amadou Ba allait y attendre, mais ça n'a pas marché et donc il s'est dit je vais faire la même chose à Ousmane Sonko. Il n'est pas candidat, il y a ces poulains du PASTEF là qui, comme Amadou Ba, n'ont pas de personnalité, n'ont pas d'aura politique, n'ont pas de présence et ne peuvent donc pas gagner les élections même si c'est face à Amadou Ba. Mais justement, c'était sans compter sur la grande intelligence de Ousmane Sonko, qui donc a mis en avant son frère d'armes, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le numéro 2, en l'occurrence du PASTEF, et il a dit aux Sénégalais, ne vous en faites pas, Diomaye Moy Sonko, Sonko Moy Diomaye. C'est-à-dire, Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye. Voter pour lui, c'est voter pour moi. Nous sommes des militants, nous sommes les cadres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Nous avons la même vision, la vision de rupture, la vision du panafricanisme de gauche, la vision de l'intégration africaine, la vision de la souveraineté. Donc ne vous en faites pas, voter pour lui, c'est voter pour moi. Il n'y a pas de problème, je serai président quand le temps le permettra. Mais pour l'instant, nous avons la même idéologie, c'est le parti et la vision qui comptent au-delà des personnes. Je ne suis pas obligé, il n'est pas obligé que je sois président ici et maintenant. Bassirou Diomaye Faye peut assurer justement cette fonction jusqu'à ce que les temps soient accomplis, éventuellement pour que je prenne la place qui me revient. Et vu la forte popularité de Ousmane Sonko, vu la forte aura dont il dégage, vu la personnalité, vu la présence, il est l'incarnation de ce qu'on appelle dans le livre de Max Weber la domination charismatique. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de fonction officielle, exécutive, politique, mais qui a une aura, qui a une fonction populaire, qui a une autorité populaire, qui peut dire à un peuple levez-vous et tout le monde se lève, qui peut dire asseyez-vous et tout le monde s'assoit. La meilleure des dominations, la meilleure des qualités, cette capacité à être le chef alors que tu n'as pas de fonction officielle de chef de quoi que ce soit. C'est de ça que jouit Ousmane Sonko. Et donc, les Sénégalais l'ont écouté évidemment, et ils ont écrasé Macky Sall. Il a été élu au premier tour avec près de 55% des voix. C'est-à-dire, il n'y a pas eu besoin d'aller au second tour. Vous savez, le scrutin présidentiel au Sénégal, c'est un scrutin majoritaire à 2 tours. Si tu n'as pas obtenu la majorité absolue, évidemment, tu vas aller au second tour avec celui qui est arrivé en deuxième ou en première position, si lui non plus n'a pas obtenu la majorité absolue. Donc, partant de là, les Sénégalais, ils n'ont pas fait semblant. Ils en voulaient tellement à Macky Sall, un ignoble personnage qui a assassiné une cinquantaine de Sénégalais pendant les manifestations de mars 2024. On dénombre officiellement, on parle d'une 65 morts à peu près. On dit environ 50-51 qui ont été directement mitraillés, tués par balle par la police de Macky Sall, y compris par des gens qui l'avaient comme ça affrété pour aller terroriser les Sénégalais, ce qu'on appelait les nervis en civil, qui étaient armés jusqu'aux cheveux pour aller semer un peu la pagaille et la mort partout sur leur passage, dont les Sénégalais ne le lui ont pas pardonné et ils l'ont totalement étrillé, on l'a essoré et c'est comme ça qu'il a été totalement raclé. Et pourtant, il avait fait une coalition, la fameuse coalition Benno Bokk Yakaar, unis dans l'espoir, plus ou moins, c'est comme ça qu'on peut le traduire, à l'intérieur de laquelle vous trouviez, je sais pas, le PDS de Abdoulaye Wade, le fameux parti, le parti qui est au pouvoir entre 2000 et 2012. Vous aviez, des structures comme Rewmi de Idrissa Seck, l'ancien maire de Thiès, qui lui-même formé une petite coalition. Déjà à l'époque, la coalition Bok Gis Gis, vous aviez en tout cas plusieurs petites structures à l'intérieur de la grande structure APR, donc coalition unie dans l'espoir, mais l'espoir de Macky Sall s'est finalement transformé en désespérance parce que il n'était pas possible pour lui de battre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, de battre le PASTEF au regard de la dynamique qui se présentait à ce moment-là. Les Sénégalais étaient chauffés à blanc, ils n'en voulaient plus, ils avaient été torturés, maltraités par Macky Sall, qui avait en plus l'outrecuidance de s'imaginer qu'on allait lui accorder un second mandat.
avec le bilan qui était le sien, avec la manière dont il a géré le Sénégal et la gentillesse qu'il a eue avec les cadres corrompus de son régime, les cadres corrompus de son système, qui cachaient derrière les infrastructures qu'il y avait au Sénégal, une superbe gare, le TER, l'aéroport Blaise Diagne, le train Dakar-Diamniadio, les infrastructures, ils cachaient derrière ces éléments, pensaient qu'ils allaient masquer le fait que le taux de pauvreté, quand même au Sénégal, est toujours à plus de 35% de la population et que le secteur informel, justement, représente l'essentiel de l'activité. Et donc, les Sénégalais ont dit, ah non, tu ne vas pas nous avoir. Il est hors de question qu'en plus d'avoir un bilan économique très douteux, très mitigé, tu penses que tu as l'étoffe pour briguer un troisième mandat, alors que justement, lorsque Abdoulaye Wade voulait briguer un troisième mandat en 2012, tu étais au four et au moulin pour t'y opposer, tu ne voulais pas qu'Abdoulaye Wade se présente à nouveau à l'élection, tu as battu campagne, tu as dit que force doit revenir à la loi, et tu as tout fait pour qu'il ne se présente pas, et tu t'étais juré que s'il se présente, tu vas le fracasser et le faire perdre les élections. Ce que tu as fait d'ailleurs. Donc les Sénégalais le lui ont rappelé, et il a perdu l'élection. Par la suite, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko étant donc les nouveaux hommes forts du Sénégal, parce que évidemment, puisque Sonko est le plus populaire, le plus présent, le plus charismatique, le plus intelligent, le plus visionnaire, on ne pouvait pas oublier que c'est lui qui a fabriqué Bassirou Diomaye Faye. Il n'était donc pas possible de se dire qu'il y a un président au Sénégal. C'était une structure à deux têtes, une structure bicéphale. C'est pour ça qu'on parle de bicéphalisme, dont le Sénégal était dirigé par deux personnes, et c'était très bien comme ça. Il y a des pays où ça fonctionne comme ça, il n'y a pas de problème. Même Sékou Touré avait proposé à Kwame Nkrumah. Lorsque Kwame Nkrumah était renversé en 66, Sékou Touré, le président de la République de Guinée-Conakry, avait proposé à Kwame Nkrumah de venir co-diriger la Guinée-Conakry avec lui. C'est aussi ça le panafricanisme. Alors, imaginez deux enfants d'un même pays, c'est encore plus pertinent de se dire que oui, ils peuvent justement œuvrer à la tête du pays et travailler en commun justement pour diriger les Sénégalais, d'autant plus que c'est le même parti, c'est la même vision, c'est tout ce que vous voulez. Et donc il y avait ce système-là qui était très intéressant avec Bassirou Diomaye Faye et avec Ousmane Sonko. Par la suite, donc, il y a eu des législatives après la dissolution du Parlement par Bassirou Diomaye Faye. Ce qui était normal, le parti de Macky Sall, l'APR, dans la coalition Benno Bokk Yakaar, avait environ 130 députés sur les 165 que comporte le Parlement sénégalais. Donc, on ne pouvait pas diriger si on est minoritaire au Parlement. L'avantage quand on est président de la République, c'est qu'on peut au moins une fois tous les ans, une fois tous les 365 jours, on peut dissoudre le Parlement. Et c'est comme ça que monsieur Bassirou Diomaye Faye a dissous l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de Sénat au Sénégal. Le Sénat a été supprimé en 2012 par Macky Sall, après y avoir été réintroduit en 2007 par Abdoulaye Wade, qui lui-même avait supprimé le Sénat en 2001, qui avait été instauré à la fin des années 90 par ça bouge beaucoup au Sénégal, en fait. Donc, il n'y a pas de Sénat actuellement. Il y a une Assemblée nationale, une chambre basse qui fait le Parlement, qui fait le Congrès, qui fait en fait les deux en même temps. Et je trouve d'ailleurs que c'est très bien parce que le Sénat, voilà, il y a beaucoup de problèmes au Sénat. L'une des très bonnes décisions que monsieur Macky Sall avait prises en 2012 était notamment de supprimer le Sénat parce que il avait constaté que le Sénat coûtait dans les 12 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 8 milliards de francs CFA. Il y avait énormément d'inondations à la suite de fortes pluies, il y avait des problèmes de relogement, des problèmes de sinistres humanitaires, et cet argent avait une meilleure place dans la possibilité de s'occuper de ces gens-là plutôt que de nourrir et de gaver des gens qui sont juste assis là et qui ne font pas grand-chose, ce qu'on appelle les sénateurs. Donc ça, c'était une bonne décision. Parenthèse fermée. On est donc arrivé à la dissolution de l'Assemblée par Bassirou Diomaye Diakhar Faye en novembre 2024. Et donc il y a eu un nouveau parlement, justement constitué essentiellement des membres du PASTEF. Là aussi, ils ont opéré une razzia, puisque actuellement, ils ont 130 députés sur les 165 que possède le Parlement sénégalais, et le reste des députés ne sont pas tous
affilié à l'APR de Macky Sall. Au contraire, il y a environ 18 députés non inscrits. Donc ça fait que tu as à peine une quinzaine de députés de l'APR. C'est dire à quel point le pouvoir, l'ancien pouvoir au Sénégal est institutionnellement parlant faible et inexistant. Ils n'ont plus de députés, ils n'ont aucune présence à l'Assemblée, ils ne peuvent rien décider, ils ne peuvent rien créer. Et sur le plan politique, ils n'ont pas le pouvoir politique. Il y a deux hommes forts au Sénégal, Monsieur Ousmane Sonko et Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Voilà dans le contexte. Et Bassirou Diomaye Faye et Sonko avaient été élus sur des promesses, c'est-à-dire des promesses au passage, après les élections législatives dont Monsieur Sonko a déposé son tablier de député pour justement prendre la fonction de Premier ministre. Et donc il a été Premier ministre de la République du Sénégal. Et il avait énormément de présence, comme à son habitude, il avait énormément énormément d'énergie, énormément de vitalité. On le voyait partout, on sentait l'autorité quand il parlait. On avait l'impression que c'est lui qui dirigeait littéralement le Sénégal. Et personnellement, ça ne me dérangeait pas parce que, mis à part les manœuvres de Macky Sall, dans l'esprit des Sénégalais, le président de la République, c'est Ousmane Sonko. Maintenant, il faut bien entendu se conformer aux institutions. Bassirou Diomaye Faye aussi est un être humain à part entière qui peut vouloir agir de lui-même, qui peut vouloir laisser sa trace dans l'histoire, qui peut, même dans l'éventualité où il remettrait le pouvoir à Ousmane Sonko, qui peut quand même essayer d'exister en tant que Bassirou Diomaye Faye. Je veux dire, il a une famille, il a deux épouses, et votre femme ne veut pas que vous soyez dans la position du faire-valoir. Votre femme aimerait avoir un homme qui est un homme, qui prend des décisions, qui agit de manière autonome, qui agit, de manière responsable, de manière mature, quand bien même il serait redevable à quelqu'un. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Le souci est intervenu quand les choses ont dégénéré bien plus que ce qu'on aurait pensé. Parce que, plutôt donc que d'avoir cette cogestion de manière permanente et conformément au programme que le PASTEF avait défini de manière claire et que les Sénégalais attendaient, dont les Sénégalais attendaient la matérialisation, on a eu une sorte de trajectoire en delta. C'est-à-dire, vous savez, le delta, regardez un peu sur la carte de l'Afrique. Quand vous voyez le Nil, vous voyez une sorte de long trait dans la partie méridionale, dans la partie australe, vous avez un long trait. Et après, à l'approche de la mer Méditerranée, vous voyez comment le Nil il se détache en plusieurs bras, c'est-à-dire il prend plusieurs trajectoires. C'est un peu ce qu'on a eu avec Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. On a eu l'impression qu'il y en a un qui, il suit une trajectoire qui n'est finalement pas très éloigné de ce que on avait dans l'ancien système et de ce qu'on avait fustigé dans l'ancien système précisément. Et par contre, Ousmane Sonko, lui, il reste de manière rectiligne sur la direction que la communication du PASTEF avait prise quand le PASTEF était encore un opposant, c'est-à-dire un discours de rupture, un discours absolument radical, un discours cru, un discours vrai, un discours franc, un discours sans gants, un discours sans langue de bois, aussi bien sûr la politique interne, dans le cadre de ce qu'on appelle la reddition des comptes, c'est-à-dire faire payer aux gros poissons de l'ancien système le mal qu'ils ont fait aux Sénégalais, que ce soit du point de vue de la gestion financière ou du point de vue de l'outil, de l'utilisation de l'outil policier, de l'outil répressif contre la population. Et donc, Ousmane Sonko était très intransigeant sur ce terrain et également sur le terrain international. Comment sont les relations vis-à-vis de la France? Comment sont les relations vis-à-vis des instances supranationales, la Banque mondiale, le FMI, les Nations unies et ce genre de choses? On trouve une sorte de cohérence entre le discours de Sonko, opposant membre du PASTEF, et le discours de Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Par contre, avec Bassirou Diomaye Faye, on a une sorte de liquéfaction, qui s'inscrit un peu en faux à l'égard de ces positions qui étaient pourtant courageusement et vertement défendues à l'époque où on avait encore Bassirou Diomaye Faye, l'opposant, membre du Parti des Patriotes africains du Sénégal, donc pour le travail, l'éthique et la fraternité. Donc, le delta a commencé à se creuser, à se fissurer petit à petit au regard de plusieurs éléments que j'ai donc promis d'évoquer ici et qui ont constitué dans les signes avant-coureurs de la rupture que nous avons aujourd'hui. Même si elle est brutale, même si elle est abrupte, même si elle est violente, il est évident que finalement, elle n'est pas surprenante. C'est peut-être la rapidité qui surprend.
C'est peut-être la rapidité qui surprend, c'est peut-être le caractère impromptu qui surprend, mais voilà, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas imaginé que quelque chose comme ça aurait lieu. On savait déjà que le temps allait être très long d'ici 2029, que ça allait vraiment être très long. Maintenant, je peux comprendre les réserves des uns et des autres, parce que les gens peuvent se dire, mais oui, c'est peut-être un arrangement entre les deux, puisqu'on voit bien que le 28 avril, il y a quelques jours seulement, quelques semaines, Bassirou Diomaye Faye a mis sur pied un projet de loi qui a été validé d'ailleurs par les députés du PASTEF, qui permettait de reviser la loi électorale. La loi électorale qui, donc, de facto, permet à quelqu'un comme Sonko de se présenter, de redevenir éligible et de se présenter aux élections à venir, voilà, avec un casier judiciaire épuré. Parce que là-dedans, on dit que enfin, il est entendu que ceux qui ont été condamnés pour diffamation, entre autres choses, ne perdent pas leur possibilité à être éligibles, peuvent toujours être élus, peuvent se porter candidats aux échéances électorales. Il est entendu ou sous-entendu, voilà, toutes ces choses, et également des éléments comme quoi ceux qui sont coupables de ce type de délit, ou de délit de droit commun, l'inéligibilité expire dans les 5 ans précédant la fin de la condamnation. Monsieur Sonko avait été condamné en 2024, je crois en 2023, en janvier 2023 pour 6 mois, plus X euros d'amende. Il était condamné, en tout cas les éléments où la condamnation est tombée, évidemment, ça permettait ça permettait qu'à la fin des 6 mois, si tu comptes 5 ans, on arrive bien avant les élections à venir en 2029. Et même si on tient en compte les anciennes, enfin les plus récentes condamnations ou les plus récents procès, quand bien il aurait été condamné, voilà. Bref, la loi, de manière globale, je vous envoie la lire, la révision électorale de la loi sénégalaise. La loi consacre en tout cas la possibilité pour Ousmane Sonko, sans le nommer évidemment, de se présenter à nouveau s'il y a des élections. Les députés au Parlement sénégalais, les députés de l'APR, de la coalition Benno Bokk Yakaar, ont notamment critiqué cette décision du nouveau gouvernement parce qu'ils disent que c'est une loi qui a été fabriquée pour un seul individu pour permettre à Sonko de se représenter. Ce n'est peut-être pas faux, mais Macky Sall aussi a utilisé la justice pour museler un individu ou une formation politique. En l'occurrence, c'est la plus dangereuse pour lui. Donc, à malin et demi. Il faut quand même un peu de justice pour réparer une injustice. D'autant plus que dans cet élément qu'on appelle diffamation, les régimes despotiques africains ont l'habitude de prendre tout et n'importe quoi et de mettre ça dans le tiroir de la diffamation pour empêcher justement leurs opposants de se présenter aux échéances importantes. Tu as tossé, tu as dit « Ah tiens, la cravate de Macky Sall, elle est très longue. Ah bah diffamation, bah voilà, diffamation, donc tu ne peux pas être présenté, diffamation, condamnation. » Donc la justice est souvent, très souvent, instrumentalisée justement pour ce type de besogne. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais qualifié le Sénégal comme étant une démocratie. C'est pas vrai. Le Sénégal n'est pas une démocratie, c'est juste une mafia douce. C'est-à-dire qu'il y a des alternances à la tête de l'État, mais quand on entre dans le détail de ces alternances et qu'on voit comment elles se déroulent, on se rend compte que non, ils ont, leurs dirigeants ont le même logiciel que ceux qu'on voit partout en Afrique, une volonté chronique de se maintenir au pouvoir au mépris de la loi. Mis à part Léopold Sédar Senghor qui a cédé le pouvoir à Abdou Diouf en 1980, mais après quand même avoir fait 20 ans au pouvoir, mis à part également Abdou Diouf qui a cédé le pouvoir à Abdoulaye Wade en 2000, mais après avoir quand même fait également 20 ans au pouvoir, ceux qui ont suivi là, Abdoulaye Wade n'a pas voulu laisser, Macky Sall n'a pas voulu laisser, Diomaye Faye, lui, ça commence à peine, il ne veut déjà pas laisser, et on se retrouve déjà avec, voilà, des calculs politiques comme ça, où on limoge par calcul politique son premier ministre, alors que la vision du premier ministre, mais objectivement, est ce qui convient le mieux pour le Sénégal. Une vision de souveraineté, une vision conforme à ce qu'on s'était dit au départ. On n'avait pas dit qu'on fait ami, on n'avait pas dit qu'on serait gentil, on avait dit qu'on serait impitoyable. On avait dit qu'on n'allait pas se laisser amadouer par les salons feutrés, les visites à Paris, les jeux de foot à Nairobi, ou ce genre de choses. Donc, c'est une mafia beaucoup plus souple que ce que nous, on a par exemple au Cameroun. Parce que dans mon pays, le Cameroun, on a énormément de mafia, mais on n'a même pas l'alternance. Au Sénégal, au moins, ils ont l'alternance dans la mafia. Mais l'alternance quand même. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus doux.
que chez nous, mais de là à la démocratie, il faut encore beaucoup de choses. D'autant plus que je peux déjà vous annoncer que Monsieur Bassirou Diomaye Faye, évidemment, d'ici 2029, ne va pas en rester là. Il va évidemment utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour battre Ousmane Sonko à l'élection, soit en torpillant le jeu électoral pour gagner malgré la participation de Sonko, soit en surfant sur le fait que Sonko, pour une raison ou pour une autre, sera encore accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, d'insurrection, de tentative de déstabilisation, de corruption, de je ne sais quoi. Donc, tout est possible, tout est mis sur la table, soit évidemment en utilisant la fameuse loi d'amnistie pour dire que finalement le Conseil constitutionnel ou la Haute Cour de justice ou je ne sais qui a réexaminé le dossier et finalement après moult réflexions, c'est vrai, Sonko n'est pas éligible dans la loi qui a été mise sur pied, elle est anticonstitutionnelle. Donc tout est mais vraiment sur la table et comme le pouvoir politique est cynique. Et surtout quand on voit ce que Monsieur Bassirou Diomaye Faye est en train de faire, malgré sa gueule d'ange, c'est un personnage pour moi politiquement extrêmement dangereux. C'est-à-dire je préfère encore quelqu'un une tête de brute qui crie, qui menace, qui gronde, que ce jeune homme-là très docile, très doucereux. Non, derrière justement cette image se cache énormément de ruse et de malice politique qui fait que actuellement je le crois absolument capable de tout pour conserver le pouvoir au-delà de 2029 et ce n'est pas comme si il s'en cachait. Autre mesure ces derniers temps, bien au contraire c'est en train d'aller on a une sorte de crescendo à ce niveau. Donc, au-delà de ça, je voulais donc dire, avant de continuer l'analyse, que de mon point de vue, il n'y a pas d'ambiguïté ici. De mon point de vue, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de langue de bois à faire. Monsieur Diomaye Faye a trahi Ousmane Sonko. C'est de la trahison. Comme dans la nuit au jardin de Gethsémani, selon la mythologie chrétienne, Judas est venu embrasser son Jésus et a dit, prenez-le, amenez-le. Et c'est comme ça qu'on a embarqué. Donc, c'est pour moi exactement la même chose. On est en 2026. On n'est plus à une époque où il fallait faire semblant de ne pas voir ce qui est visible. C'est de la trahison. On ne va pas attendre que le chaos arrive pour se rendre compte que c'est de la trahison. C'est de la trahison parce que, comme je l'ai dit, je vais évoquer dans un instant la crise politique de décembre 62, où vous allez voir qu'on est dans le bis repetita. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec Monsieur Compaoré et Thomas Sankara, vous voyez toujours que les colons ont toujours eu l'habitude de prendre un radical et un modéré. Un radical et un modéré, et évidemment, le radical a toujours été estampillé comme la peste personnifiée. L'individu a évité celui qui exagère, il en fait trop, il est trop radical, il est trop brutal, il faut dialoguer, il faut... Vous avez vu les Nations Unies, les Européens dialoguer avec qui exactement? Aux Nations Unies, il y a un conseil de sécurité qui est constitué de 5 membres. Les États-Unis, la France, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne. Ils ont le droit de veto. Donc, ils sont les seuls à décider d'une intervention militaire à l'étranger. Si une résolution est mise sur pied et que l'Inde s'y oppose, la résolution ne passe pas. Par contre, si une résolution est votée et que eux, ils approuvent, même si nous, on n'est pas d'accord, ils vont quand même venir faire du sale sur notre territoire. C'est ce qui est arrivé à Muammar Kadhafi en 2011 en Libye. C'est ce qui est arrivé à Saddam Hussein en Irak. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et parfois, ils s'en foutent. Ils ont par exemple lancé sur le territoire iranien la fameuse opération Epic Fury. On n'a pas demandé aux Iraniens si on voulait, on voulait qu'ils interviennent. On a pris une partie du peuple iranien, 90 millions d'habitants. Hein. On a pris quelques dizaines de milliers d'Iraniens à Téhéran. On a dit que c'est ça le peuple iranien. Ils sont 90 millions. Même si vous voyez 100 000 personnes à Téhéran, ce ne sont pas les 90 millions d'Iraniens. Ils sont 900 fois plus nombreux que les 100 000 que vous voyez sur la place à Téhéran. Donc, on est allé bombarder les Iraniens pour rien, parce qu'on voulait le pétrole, parce qu'on voulait le contrôle du détroit d'Ormuz, parce qu'on voulait récupérer les stocks d'uranium enrichi, parce qu'on voulait contrôler le programme balistique et parce qu'on voulait installer le fils de l'ancien Shah d'Iran là-bas, sans demander l'aval des Iraniens. Et aujourd'hui, on voit comment Trump dit on va rendre l'Iran à l'âge de pierre, on va détruire les ponts, donc ce n'était pas pour le peuple iranien. Ils se sont donc octroyé le droit d'aller détruire qui ils veulent. Il n'est donc pas question que nous, on essaye de faire une compétition de capacité à dialoguer avec ceux qui ne dialoguent jamais avec nous quand leurs intérêts sont en jeu.
quand les bases militaires se sont installées sur le sol africain, il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de questions populaires, il n'y a pas eu la possibilité de demander l'avis de l'Afrique. Il n'y a jamais eu, et c'est le seul continent. Si on considère que l'Océanie n'est pas un continent, l'Australie, même si elle est située dans l'océan Indien, c'est un pays occidental, ça compte comme un pays occidental. Même si c'est dans la zone équatoriale en Australie, les habitudes, l'architecture, la manière de vivre, les traditions, les langues, tout est occidental. C'est un pays occidental. Quand vous alliez à Sydney, c'est comme si vous étiez à Montréal, à Paris ou n'importe où, à Washington. C'est un pays occidental. Donc, l'Occident global a des membres permanents au Conseil de sécurité, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, en l'occurrence, même la Russie. Bon, la Russie c'est pas l'Occident, mais c'est quand même une partie de l'Europe. Idéologiquement, c'est pas l'Occident, mais ça reste quand même l'Europe ou l'Eurasie. L'Asie elle-même, un représentant, c'est la Chine et évidemment les Amériques. Si on les prend comme un continent uniforme, les Amériques ont les États-Unis. L'Afrique n'a pas 30 millions de kilomètres carrés, 1,5 milliard d'habitants, et on n'a pas un membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Européens, ils sont environ 500 millions, 600 millions, ils ont 3 membres au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est très problématique. Donc, il n'est pas question pour nous de montrer qu'on dialogue, on veut. Et c'est malheureusement ce que Bassirou Diomaye Faye essaye de faire. Il veut montrer que non, le Sénégal, c'est le dialogue. Quand j'ai commencé à critiquer Bassirou Diomaye Faye, c'était justement à ce niveau-là. Tout avait commencé avec l'attaque de Tinzaouaten au Mali, quand j'avais demandé pourquoi est-ce que monsieur Bassirou Diomaye Faye n'expulsait pas l'imbécile qui fait office d'ambassadeur de la République d'Ukraine au Sénégal. Un animal qui s'était réjoui des attaques qu'il y avait eu contre le peuple malien. C'est-à-dire, il avait carrément publié sur sa page Facebook une vidéo qui montre, sa réjouissance. Et on disait que, mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Bassirou Diomaye Faye avait demandé à son ministre des Affaires étrangères de convoquer monsieur Yuri Pivovarov, ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, pour essayer de lui dire on lui avait dit, de ne pas afficher ce type d'attitude. Genre, en gros, tu peux te réjouir de ce que tes militaires viennent détruire mon peuple africain, mes frères africains du Mali, mais ne te réjouis pas trop, de manière trop ostentatoire. Réjouis-toi dans les coulisses, réjouis-toi derrière l'armoire, mais il ne faut pas que ça se sache, que ça se voit. Et on a même eu des frères du Sénégal qui nous disaient, mais vous ne comprenez pas, vous êtes trop dans l'émotion, vous savez, on a aussi un problème avec certains frères du Sénégal, beaucoup de pédantisme, d'arrogance, cette manière de vouloir montrer que les autres sont dans l'émotion et que vous raisonnez. C'est-à-dire, il y a un chaos comme ça. J'ai même essayé de faire une analogie. Est-ce que si, en France, toi, tu pars détruire Charlie Hebdo, tu mets sur Facebook comment tu jubiles de l'attentat de Charlie Hebdo, on va te laisser vivre en France. C'est-à-dire, il y a Charlie Hebdo, on a vu la terre entière était à Paris pour Charlie Hebdo en janvier 2015, pour une douzaine de personnes assassinées. Je dis pas que c'est pas grave, c'est horrible. Mais 12 personnes assassinées contre une centaine de soldats de la conjonction Mali-Russie, Mali-Wagner, Mali-Africa Corps pour la bataille de Tinzaouaten, qui sont chargés de protéger les villages, de sécuriser les frontières du Mali, et qui ont été appelés par la volonté souveraine de l'État malien, animée par le général Assimi Goïta. Donc, vous assassinez comme ça une centaine de personnes. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal nous explique qu'il est très content de ce qui se passe, et tout ce qu'on lui dit, c'est on lui dit faut modérer, faut tempérer un peu. Ça, c'est pas bien. L'Afrique doit rompre avec cette manière de faire. Il faut taper, il faut sévir, il faut chasser, il faut appliquer la réciprocité, il faut se demander à chaque fois, supposons que c'était nous qui avions fait ça, est-ce qu'ils auraient été aussi souples à notre égard? Et Bassirou Diomaye Faye, lui, il était dans l'optique de dire, on dialogue, on est frères, non, on n'est pas frères avec tout le monde. Tu ne peux pas être frère avec quelqu'un qui vient assassiner les gens chez toi. Quel est notre contentieux avec l'Ukraine? On a quel problème avec les Ukrainiens? On leur a fait quoi pour qu'ils viennent détruire les efforts de guerre des peuples africains contre le terrorisme? Et on a à côté la France qui invite les chefs djihadistes à Paris, ceux qui ont fait la collusion avec le FLA, avec le JNIM pour la fameuse attaque du 25 avril qui a coûté la mort au général Sadio Camara au Mali. Donc, Bassirou Diomaye Faye avait justement commencé à appuyer cette approche-là que je qualifie de sangorienne et que je n'aime pas du tout, parce que la politique de Senghor a toujours été une politique qui, quand on veut la souveraineté africaine,
était absolument détestable. Cette manière de vouloir forcer l'amitié avec des gens qui nous méprisent. Cette manière d'exiger, comment dire, d'exiger l'amour plutôt que le respect. Cette manière de vouloir rester collé au juif. Cette manière de se définir et d'établir son critère civilisationnel sous le prisme de ceux qui nous ont dominés. Ça a toujours été problématique et ça a toujours été préjudiciable à la grandeur africaine. Et donc, ces éléments-là, voilà, n'ont été que les prémices de ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi la fameuse trajectoire en delta que j'étais en train d'expliquer, où d'une part, on avait donc Diomaye Faye qui partait sur cette ligne souple, et Ousmane Sonko qui appliquait la ligne, non pas la ligne dure, mais la ligne rationnelle, la ligne réaliste, la ligne cohérente, la ligne logique, conforme à la base idéologique sur laquelle le PASTEF avait convaincu les Sénégalais. Donc, Bassirou Diomaye Faye a trahi Ousmane Sonko de la même manière que Blaise Compaoré a trahi Thomas Sankara. Ne cherchez pas à faire semblant, ne cherchez pas à enjoliver la chose, ne cherchez pas à arrondir les angles. Il n'y a pas d'angle à arrondir, il y a traîtrise, il y a méprise. Il a privilégié ses relations avec les gros poissons du monde des affaires, ses relations avec les instances financières internationales, ses relations avec Emmanuel Macron. Il a privilégié la qualité de ce qu'il appelle la stabilité, la fraternité du Sénégal avec les autres. Vous voyez, beaucoup de belles paroles, beaucoup, un langage épuré, beaucoup de littérature épurée, très propre, mais qui ne nous intéresse pas dans le monde réaliste de la confrontation géopolitique dans laquelle on vit. Le monde est une jungle. Sortez de votre tête que le monde est un village planétaire. C'est une savane planétaire. Les plus méchants mangent les plus petits. La CIA est en train de faire du sale au Mexique actuellement. Les États-Unis qui organisent la Coupe du Monde ne sont même pas foutus de vous permettre d'assister à la Coupe du Monde. Même pour la Coupe du Monde, on vous méprise. Les billets sont très chers. Les visas, on ne vous les accorde pas. Même face au Groenland, Trump dit, je vais prendre le Groenland. Il y a des richesses là-bas. Je vais prendre l'Iran. Il y a le pétrole là-bas. Voilà. La Chine regarde Taïwan et attend la moindre erreur. La Russie prend une partie de l'Ukraine. Il y a un conflit entre l'Inde et le Pakistan sur le dossier du Cachemire et de certaines régions sur la zone frontalière. Il y a, enfin, tout le monde se regarde en chien de faïence, attendant la faiblesse de l'autre. Il y a des replis de l'extrême droite qui gagnent du terrain un peu partout en Europe. Il y a évidemment des calculs. Il y a la guerre en RDC qui arrange énormément les pilleurs de coltan, les pilleurs de cobalt, les pilleurs des ressources naturelles. Il y a le minuscule Rwanda qui a carrément des raffineries de cobalt, des raffineries de coltan, alors qu'il n'en a pas sur son sol. Il y a le M23 instrumentalisé par le Rwanda qui a carrément pris possession de la mine de Rubaya, qui produit à elle seule près de 30% du coltan mondial, c'est-à-dire la matière qui permet justement à Wilfried Ekanga de parler avec vous sur ce téléphone actuellement. En fait, le monde est une jungle. Personne n'aime personne. Il y a les Occidentaux qui financent et soutiennent le terrorisme en Afrique. Tout le monde le voit. Donc je ne sais pas sur la base de quoi vous continuez à parler de fraternité, d'amitié, voilà. Et ça, c'est ce que Diomaye Faye ne comprend pas. Il est dans le politiquement correct et il a toujours gardé cette ligne-là qui est sans rappeler ce que faisait Blaise Compaoré en son temps, avec les conséquences qu'on a eues, l'élimination physique de Isidore Noël Thomas Sankara. Il est dans la position de Joseph Kasavubu en RDC, où vous avez la ligne souple de Kasavubu, vous avez la ligne dure de Lumumba, enfin la ligne logique de Lumumba. Lumumba va à l'exposition universelle de Bruxelles en 58. Il voit comment les richesses qui font briller la capitale belge viennent essentiellement de son pays. Il dit, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Donc, c'est de nous que dépend justement cette histoire. Il assiste donc à la table ronde de Bruxelles aux pourparlers qui vont aboutir le 30 juin 60. Plus ou moins quelques jours après l'indépendance du Sénégal, justement, parce qu'il y a 3 dates en fait pour l'indépendance du Sénégal, parce qu'il y avait d'abord la Fédération du Mali dans l'intervalle 58-59, le 4 avril, et après il y a eu l'indépendance de la Fédération du Mali le 20 juin 60, et maintenant le Sénégal qui s'est détaché de la Fédération du Mali le 20 août de la même année. Mais bref, Monsieur Lumumba, revenu en RDC, et constatant que les Belges, outre le fait qu'ils ont volé les richesses de son pays, sont présents dans la haute administration et même dans les plus petits circuits
administratif et économique de son pays, décide de les expulser manu militari pour redonner aux Congolais ce qui appartient aux Congolais. Léopold II s'est assez enrichi comme ça avec la culture de l'EVA, du caoutchouc, qui lui a permis de se remplir les poches, surtout dans un contexte où la révolution industrielle fait la part belle, fait les beaux jours de l'automobile en plein essor, le Fordisme, bref, tout ce que vous avez en industrie automobile aux États-Unis et en Europe notamment. Et donc, immédiatement après, les agents de la CIA qui ont déjà recruté Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu se mettent en action et activent tous les agents perfides du Congo qui sont soumis, qui sont compromis à la cause impérialiste. Et c'est comme ça que vous avez dans le sud Kasaï la sécession de Albert Kalonji, c'est comme ça que vous avez dans le Katanga la sécession de Moïse Tshombe. Et pendant que Lumumba cherche à rétablir l'ordre, il demande l'aide aux instances occidentales qui refusent. Il se dirige donc maintenant vers les pays d'obédience communiste, Russie, URSS et consorts. Et évidemment, vous savez bien ce que cela signifie. L'animosité immédiate du bloc euro-américain qui se jure dès lors de faire la peau à Lumumba. Ça ne va pas durer longtemps. Dans les semaines qui vont suivre, Lumumba est déposé, arrêté. Il explique aux Congolais que non, le traître c'est Kasavubu et que je déclare en tant que chef du gouvernement que monsieur Kasavubu est démis de ses fonctions. Ah, les Occidentaux poussent Kasavubu à déclarer lui aussi que monsieur Lumumba est démis de ses fonctions. Et entre les deux, vous avez Joseph Désiré Mobutu, le lieutenant-colonel Mobutu, qui fout un peu le bordel et qui finalement va s'établir entre les différents belligérants politiques. Mais avant ça, on a eu le temps de prendre Lumumba, de l'assigner à résidence, devant ses tentatives de s'exfiltrer, de s'échapper. On va le recapturer et on va aller le tuer chez Moïse Tshombe dans le Katanga quelques heures après sa capture. Et voilà, c'est toujours comme ça la ligne dure, la ligne souple. Vous avez au Togo, sous Sylvanus Olympio, la même chose. Nicolas Grunitzky, le beau-frère de Sylvanus Olympio, qui a épousé la sœur de Grunitzky, Sarah Grunitzky. Olympio est partisan de la ligne rationnelle. Je dis bien la ligne rationnelle, c'est pas la ligne dure. Il est partisan de la ligne rationnelle. Et dans la ligne rationnelle, il convient ce que le Togo est sa monnaie. C'est un homme très intelligent, Sylvanus Olympio. Il a étudié à la London School of Economics. Il a étudié à Dijon, en France. Il a étudié à München, en Bavière, en Allemagne. Il connaît l'économie. Il n'a même pas arrêté de discuter avec les Français et les Allemands. Il veut que la nouvelle monnaie, notamment, soit adossée au Deutschmark. Il veut que les Français continuent il veut continuer le partenariat économique et financier avec la France, y compris sur le secteur bancaire. Donc, il n'est même pas dans une logique d'animosité. Il est dans une logique de souveraineté. Mais la France regarde et la France se dit, ah, si on le laisse passer, ça va faire tache d'huile auprès des autres pays en Afrique et ça peut devenir dangereux pour nous. Donc, on doit le liquider. Et c'est comme ça qu'on prend Nicolas Grunitzky, on prend un petit, un misérable personnage, parce que c'est le cas de le dire, hein. Étienne Yademania Singbe, un petit officier de police à la petite semaine, avec ses camarades Emmanuel Bojolé, et on organise l'élimination physique de Sylvanus Olympio le 13 janvier 63. Il va même tenter de se réfugier dans l'ambassade américaine, puisqu'elle est mitoyenne à sa maison, mais les Américains vont le laisser mourir. On va le fusiller, alors que les Américains sont très bien au courant, avec évidemment la participation des Français, notamment Georges Mitraillé, le chef de file des opérations. Et voilà, en tout temps, en Afrique, on a toujours éliminé la ligne dure et on a privilégié la ligne souple. C'est exactement ce qui se passe au Sénégal. Avant donc d'aboutir à l'exemple sénégalais qui s'est passé dans le Sénégal lui-même en 62, je vais donc vous expliquer petit à petit la ligne de fissure qui se sont opérées entre les deux personnages, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Les deux prennent donc le pouvoir, et voilà, en mars 2024, et pour l'instant, on a les yeux pétillants, comme dans une relation flambant neuve. On a les yeux pétillants, on se dit, ah ouais, c'est quelque chose de très bien, vraiment, le Sénégal va vers sa souveraineté. Mais à ce moment-là, on néglige, ou du moins on sous-estime un détail. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas permis une fois à Ousmane Sonko d'être candidat, finalement, puisque le PASTEF, de toute façon, voilà, il a son candidat, mais pourquoi c'est pas Ousmane Sonko? Pourquoi finalement cela paraît si facile, si rapide, si souple? Est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Donc, à minima, si ça ne cache pas un complot entre
Bassirou Diomaye Faye et ses nouveaux amis, dont les camarades enfin, je ne veux pas dire de lutte de Macky Sall parce que ce que Macky Sall a fait, on peut plus vraiment appeler, c'est une lutte entre les camarades de Macky Sall, ou plutôt c'est un calcul de Macky Sall et d'Emmanuel Macron, évidemment, de se dire, bon, Diomaye Faye est souple, on va laisser passer parce que le peuple la rue gronde, donc pour éviter énormément, pour éviter des remous, on va laisser passer monsieur Bassirou Diomaye Faye, et comme il est de la ligne souple, on va l'avoir avec le temps, on va le prendre, on va le capturer. De ce côté-là, de ce qu'on voit, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est comme dans la série d'Akira Toriyama, Dragon Ball. Lorsque Sangoku arrive dans le vaisseau de Babidi, on se rend compte qu'il a avec lui un camarade un peu, voilà, manipulable. Il est colérique, il est jaloux, il est très envieux, il est très un peu comme un scatophile camerounais là dont les Camerounais vont se souvenir maintenant que je donne la référence. Il est jaloux, il est envieux, il est aigri, et donc le grand sorcier Babidi se dit, ah lui, je peux lui poser ma marque de Shinigami dessus, la marque Majin, c'est-à-dire les esprits nocturnes. Si je lui pose ma marque, elle va se nourrir de la part d'ombre qu'il a en lui, et elle va le transformer en une marionnette dans le creux de ma main. Chez Bassirou Diomaye Faye, c'est un peu pareil dans l'autre sens. C'est quelqu'un qui aime le compromis, il est souple, il a le logiciel sangorien dans sa tête dont il n'a jamais su se départir, malgré l'idéologie du PASTEF et malgré la proximité avec Sonko, dont lui, on peut l'avoir. Tant qu'à faire, on ne va donc pas perdre partout. On ne va pas perdre en abscisse, en ordonnée, parce que au moins, de Senghor à Abdou Diouf, c'était la même chose, c'est la continuité de la France-Afrique. D'ailleurs, la dévaluation du franc CFA, qui intervient le 11 janvier 94 à l'hôtel Méridien, ça se passe à Dakar, au Sénégal. Et Abdou Diouf subit l'ordre donné par François Mitterrand à son premier ministre Édouard Balladur d'organiser avec le président du FMI de l'époque, Michel Camdessus, et le ministre des colonies, je l'appelle mais vraiment comme ça, Michel Roussin, et avec les corps constitués français, Anne Le Laurier et consorts, la dévaluation. Abdou Diouf reçoit l'ordre, il prend acte, il n'y peut rien, il ne tente rien, il le subit, parce qu'il n'a pas été paramétré pour combattre la France-Afrique. À la fin, Abdoulaye Wade arrive au pouvoir, c'est la continuité. Abdoulaye Wade, mis à part le fait de donner des postes abracadabrantesques à son fils Karim Wade, c'est-à-dire Karim Wade entre 2009 et 2012, il est à la fois ministre chargé de l'aménagement du territoire, il est en même temps ministre chargé des infrastructures, du numérique, des télécommunications, bref, il cumule à lui seul énormément de fonctions. Pas étonnant qu'il se retrouve dans des affaires de fraude financière et de blanchiment d'argent. Donc, mis à part cela, Abdoulaye Wade, c'est la continuité du france-africanisme. D'ailleurs, monsieur Kakondo Bokpo, lors d'une interview, avait défendu l'idée avait expliqué un jour, comme il disait à l'un de ses camarades, ne faites pas comme le président Wade qui ne comprend rien à l'économie. Donc, Abdoulaye Wade, en fait, c'est juste, la continuité de la logique du sous-préfet qu'on a installé là pour que, voilà, le Sénégal ait un président, mais par la suite, la France continue quand même à faire ce qu'elle a à faire. Donc, il n'y a pas de changement. Macky Sall, il n'y a pas de changement. C'est avec le PASTEF qu'on se met à voir quelque chose de différent. Parce que pendant que Macky Sall disait que le franc CFA est une très bonne monnaie, qu'il faut garder, pendant que Macky Sall secouait la tête en arrière-plan quand Ouattara voulait venir avec toute sa bande de miliciens saccager, tuer des Nigériens pour installer leur camarade Mohamed Bazoum, le PASTEF arrive avec un discours totalement différent. Et avec quelqu'un dont on sait qu'une fois au pouvoir, son discours restera plus ou moins le même, Ousmane Sonko. Un peu comme Ibrahim Traoré, un peu comme Sankara, à toute proportion gardée, c'est pas tout à fait le même, la même, constance, mais voilà, ça sentait quand même plus ou moins la même odeur, dont la France, de manière prudente, a préféré ne pas le laisser passer. On a donc privilégié celui qui, était doux, docile, humaniste, gentil, qui aime le dialogue, qui n'est pas dans le sentiment anti-français, qui n'est pas... Vous savez qu'ils sont très forts dans la manipulation, dans la littérature, dans le narratif. Tu critiques, tu fustiges les attitudes de Emmanuel Macron en Afrique, mais tu les entends dire qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique. Jusqu'à preuve du contraire, les Français vivent mieux sur les territoires africains que les Africains sur les territoires français. C'est-à-dire l'accueil
l'accueil citoyen. Il y a certains meilleurs systèmes, si vous voulez, en France, peut-être la santé, meilleur système social, meilleur tout ce que vous voulez, mais des relations d'homme à homme, les privilèges qu'on te donne d'individu à individu, non. Un Européen en Afrique, c'est un roi. Même le plus laid des Européens, et ça ne me fait pas plaisir toujours de dire ça, il peut récupérer la plus jolie de nos sœurs, parce que il est européen, on va tout lui pardonner. On va se mettre à préparer ce que lui il veut, on va se mettre à essayer de lui ressembler, on va se mettre, en fait, on va se plier à ses exigences alors qu'il ne vaut pas plus que nous. Donc il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique, ça n'a jamais existé. Le noir, le peuple nègre, comme ils nous ont appelés avec beaucoup d'amour, a toujours été le peuple qui aime tous les autres peuples bien plus que inversement. Tout le monde se sent chez lui, chez nous. Nous, on est étrangers chez les autres et on est étrangers chez nous. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Même Emmanuel Macron a défendu il y a quelques années, il y a quelques jours, lors du sommet Africa Forward, l'idée que, en fait, moi je suis arrivé, j'ai fait sport ici, je courais là, tout le monde me saluait, j'ai pas ressenti de l'animosité. Et je profite pour lui répondre une fois encore que, justement, il n'y a pas d'animosité des Africains envers les Français. Personne ne déteste Emmanuel Macron, le mari de Brigitte. Mais la politique de Emmanuel Macron, le président de la République française, elle est absolument détestable parce que c'est une politique qui chosifie les Africains. Tu arrives au Niger, tu dis que les Nigériens font trop d'enfants, 7 à 8 enfants par femme, c'est beaucoup. Tu arrives au Burkina, tu dis que Blaise Roch Kaboré est parti réparer la climatisation. Tu arrives en Afrique, tu dis que l'Afrique a un problème civilisationnel alors que c'est nous le berceau de la civilisation. Quand les Français vivaient dans des grottes, quand ils étaient troglodytes, quand ils vivaient dans les cavernes, nous, on écrivait, c'est-à-dire, on produisait du savoir, on fabriquait des pyramides, on fabriquait énormément de belles choses, on connaissait les étoiles, on connaissait énormément de choses. On dit que les 3 pyramides de Gizeh, dans la banlieue du Caire, sont alignées avec les 3 étoiles de la constellation d'Orion. Donc, ça veut dire que les Africains maîtrisaient l'astronomie et la mécanique stellaire. Mais Emmanuel Macron arrive et il dit ce genre de choses. Donc, évidemment, il y aura une sorte d'animosité envers la politique française en Afrique, mais qui n'est pas un sentiment anti-français. Et donc, ils vont utiliser ce narratif-là pour dire que oui, toi tu n'es pas comme Sonko, tu n'es pas dans le sentiment anti-français, toi tu es vraiment dans la fraternité, le partenariat, la continuité, l'histoire commune et tout ce blabla là qu'on a toujours mis en avant pour endormir les Africains. Et c'est donc comme ça que Bassirou Diomaye Faye a été happé et qu'on l'a pris. Et quand on te prend comme ça, tu es, quand nos enfants vont mentionner, vous voyez, tout à l'heure j'ai mentionné Kasavubu et le Mumba. Après, j'ai mentionné Grunitzky et Olympio. Ensuite, j'ai mentionné Sankara et Compaoré. Évidemment, même au Cameroun, tu peux mentionner Omniobe et Aïdjo. Tous les pays ont fonctionné comme ça. Ça a toujours été comme ça. Même au Vietnam, tu avais ceux du Sud et tu avais la bande à Ho Chi Minh du Vietnam du Nord. Même en Chine, tu avais Chiang Kai-shek du Kuomintang, le parti nationaliste, et tu avais Mao Tse-tung du parti communiste. Ça a toujours été comme ça. Même au Chili, je sais pas, tu avais la ligne indépendantiste de Salvador Allende et tu avais la ligne conformiste de Augusto Pinochet. Même à Cuba, tu avais les agents cubains que Kennedy avait utilisés pour le débarquement de la baie des Cochons, et tu avais la ligne indépendantiste de Fidel Castro qu'on a diabolisé alors qu'il n'était pas pire que ceux qu'on voulait à leur place. En Iran, vous voyez bien la ligne conformiste du du fils du Shah, Reza Pahlavi, et la ligne dure du régime des Mollahs, la ligne indépendantiste du régime des Mollahs, autour de Ali Khamenei et aujourd'hui son fils Mojtaba Khamenei. Donc au Sénégal, de la même manière que tu avais eu la ligne dure avec Mamadou Dia en décembre 62 et la ligne souple avec Senghor, tu as aujourd'hui la ligne dure avec Sonko et la ligne souple avec Bassirou Diomaye Faye. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que Georges Santayana ne s'était pas trompé quand il avait dit que celui qui ne se souvient pas de son histoire est condamné à la revivre. Si tu oublies que ce qui se passe aujourd'hui, ou si tu ne sais pas, c'est déjà passé 1000 fois, tu vas encore te faire piéger. Il n'y a pas de gants à prendre, je le dis vertement et ouvertement, parce que justement j'ai énormément d'amour pour mes frères du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye a trahi la cause.
Il a trahi la cause pour ses biens, pour son bien-être personnel, pour sa carrière personnelle, pour ne pas avoir d'embrouille avec le FMI et la Banque mondiale, pour ne pas avoir d'embrouille avec Emmanuel Macron. Il a préféré écrire son histoire à lui plutôt que d'entrer dans l'histoire. Il a préféré faire carrière plutôt que d'être un héros historique. Et donc, c'est comment dire, c'est l'état dans lequel on se trouve actuellement et c'est comme ça qu'il faut considérer la chose pour voir ce qu'il convient, ce qu'il y a lieu de faire en 2029. Bassirou Diomaye Faye, il n'a certes pas le même bilan tyrannique et meurtrier que Paul Biya, mais dans l'alignement idéologique avec la France, il est en train de prendre le chemin de Paul Biya qui avait dit qu'il était le meilleur élève de la France au début des années 90 et c'est très dangereux, c'est très triste de le dire. Donc voilà, et derrière sa gueule d'ange, la brutalité avec laquelle il évince Sonko, c'est quand même quelque chose. Donc, les différentes lignes de fissures donc qui sont apparues, se sont déclinées comme suit. Vous avez vu, il y a plusieurs reprises, comment dire, on a eu des mouvements qui convergeaient plutôt vers la consolidation de la coalition Diomaye président. Au lieu de se noyer à nouveau dans le PASTEF, on veut, comment dire, accentuer la présence du mouvement Diomaye président. Comme si on voulait créer une sorte de fronde à l'intérieur du PASTEF avec, voilà, un élément parallèle. Comme si on voulait créer, très amusant, ça me rappelle le pangolin de Gandhi. Comme si on voulait créer, voilà, une ligne parallèle avec, ou carrément une ligne perpendiculaire qui va casser la ligne du PASTEF parce qu'au moins deux lignes parallèles, elles vont dans la même direction. Mais deux lignes perpendiculaires, elles se coupent, il y a une intersection et chacune cherche sa voie. Donc, la coalition Diomaye président a pris de l'ampleur, ou du moins, ils essayent de prendre de l'ampleur. Ils ont même organisé à un moment donné, je crois il y a début mai, ils ont organisé un meeting énorme où on avait Madame Aminata Touré en tête d'affiche et j'y reviens dans un instant. Donc, les éléments de fissure de manière en désordre, c'est cela. On a moins en moins de volonté de la part de Diomaye Faye de se soumettre à la tutelle du PASTEF. Il est certes le président de la République, il n'y a pas de problème. Du point de vue national, c'est lui le chef, on ne discute pas, c'est le président. Et quand le président dit c'est le chef de l'État, on obéit à ses ordres tant qu'ils sont conformes à la Constitution. Maintenant, à l'intérieur du PASTEF, c'est Ousmane Sonko qui donne la trajectoire, qui donne la direction à suivre. Monsieur Diomaye Faye est un simple militant du PASTEF et donc c'est à Ousmane Sonko de donner la direction, c'est Ousmane Sonko de raffermir le PASTEF, mais à la place de ça, on entend beaucoup Diomaye président. Il est déjà président, il faut démanteler la chose. Il est déjà président, mais on entend de plus en plus de bruit, Diomaye président, et ça devenait de plus en plus gênant. Et dans le cadre de la coalition dont Diomaye président, élément de fissure numéro 2, on avait maintenant des voix, des voix discordantes, des voix critiques envers Ousmane Sonko, des voix qui, se faisaient de plus en plus entendre, tant et si bien que Ousmane Sonko, désabusé, prend la parole en public et dit, mais je ne comprends pas. Je parle avec vous en public parce que je suis déjà allé voir mon frère en coulisses, Bassirou Diomaye Faye. Je lui ai dit, mais, cher frère, il y a tes gens là, ils m'insultent, ils me critiquent, ils me vilipendent, ils me jettent au loup. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'interviens pas, il y a un souci, il y a une crise il y a un peu d'autorité là que tu dois asseoir parce que là il faut que tu te mobilises, il faut que tu fasses quelque chose. On peut pas avec ce que je représente, avec ce que j'ai fait pour le PASTEF, avec le parcours qui est le mien, tu ne peux pas me laisser comme ça en plan, tu ne peux pas me laisser comme si j'étais n'importe qui, on me balance, c'est-à-dire on me prend, on me met, on fait du tchep avec moi, c'est inacceptable. Et Bassirou Diomaye Faye ne réagit pas, il est docile, il est en fait une sorte de laxisme. Et ça, c'était pas bien. Humainement, ce n'est pas bien. Imaginez, vous avez porté quelqu'un, il vous doit tout. Normalement, mis à part le fait qu'il est président, oui, je peux même comprendre qu'il essaie d'exister par lui-même. Il essaie de faire des choses en tant que président. Il est le président pour les 5 ans, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ça ne l'empêche pas d'exprimer envers moi la reconnaissance qu'il me doit et la place qu'il doit me donner. Parce que j'aurais pu désigner quelqu'un d'autre et non lui. J'aurais même pu abandonner le combat. C'est parce que j'ai dit Sonko Moi Diomaye, Diomaye Moi Sonko, c'est-à-dire Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye, que les Sénégalais ont décidé de voter pour lui et qu'il est devenu président. C'est moi qui ai fait de lui le président de la République. Donc, en fait, je suis en quelque sorte son président personnel à lui et il me doit du respect, ou du moins,
il doit empêcher que la base du PASTEF m'insulte, me critique, je ne peux pas accepter ça. Et Sonko vient, Sonko prend le peuple africain à témoin, Sonko prend le peuple sénégalais à témoin, Sonko dit, mais attendez, notre frère là, Diomaye Faye, avec tout ce qu'on a fait tout le parcours, là il est carrément en train de m'abandonner, on m'insulte, on me critique, on me canarde, on me vilipende, il n'intervient pas, limite ça ne le dérange pas trop. Est-ce que c'est un plan? Est-ce qu'il veut justement que je me prenne des gifles comme ça? Ou alors c'est simplement qu'il a une crise d'autorité? Et donc, à un moment donné, tu as Diomaye Faye qui vient avec sa langue, comment dire, la langue de bois habituelle, qui dit que non, il n'y a pas de problème, on contrôle la situation, il n'y a pas de crise d'autorité, je suis le président, Sonko c'est mon frère, on travaille ensemble, je suis même en train d'œuvrer à ce qu'il y ait un bicéphalisme fort, c'est-à-dire je veux un super premier ministre, quelqu'un qui a plus de pouvoir, qui a plus de présence, mais regardez un peu le manque de cohérence de l'approche. Tu ne peux pas vouloir que ton premier ministre ait plus de pouvoir, plus de cohérence, et en même temps laisser que les gens le critiquent parce qu'il prend trop de place. C'est pas cohérent. Tu ne peux pas vouloir qu'il prenne plus de présence, plus de pouvoir, et tu le limoges immédiatement le lendemain du jour où devant le Parlement sénégalais, à la place Soweto à Dakar, il soit en train de dire que le diktat civilisationnel des Occidentaux, là, on n'en veut pas. Ils ne sont que 10% de la population mondiale, donc il nous faut de la paix. C'est au Sénégal de définir sa ligne culturelle, c'est au Sénégal de définir son calendrier, c'est au Sénégal de définir la direction qu'il veut prendre. Nous ne partons pas en Europe imposer nos valeurs africaines. On ne leur a pas dit d'être polygames ou polygynes, comme chez les Maasai où les femmes prennent plusieurs maris. On ne leur a pas dit de manger du tchèp, on ne leur a pas dit de parler wolof, on ne leur a pas dit d'être musulmans. C'est-à-dire, en France, ils discutent sur le port du voile, parce qu'on ne veut pas que les gens portent le voile intégral, parce que c'est pas les valeurs françaises. Et il y a aucun Sénégalais qui vient, aucun politique sénégalais qui vient à Paris et qui dit, le voile, il faut mettre le voile, c'est obligatoire. Mais avec cette question d'homosexualité, pour eux, c'est littéralement un modus vivendi. Un mode de vie, c'est obligatoire. On ne laisse même pas aux Africains la possibilité de réfléchir par eux-mêmes, de prendre le temps qu'il leur faut et de déterminer de manière souveraine s'ils veulent de la dépénalisation de l'homosexualité ou non. Comme ils ont dépénalisé l'affaire, il faut que les Africains dépénalisent immédiatement. Genre, c'est le plus grand souci qu'on a en Afrique. Hey, nos soucis, c'est le Sahel. Si vous voulez nous aider, aidez-nous à nous débarrasser du JNIM. Plutôt que de financer le JNIM et d'inviter leurs partenaires sur les plateaux de télé en Occident. Nos problèmes, c'est le contrôle des minerais de sang qu'il y a dans le nord et le sud Kivu. C'est la pacification de l'est de la RDC. Nos soucis, c'est le fait que les poissons que vous puisez de manière illégale au large des côtes atlantiques, au Sénégal, au Cameroun, au Nigeria, qu'il y ait une meilleure gestion de ça, qu'il y ait moins d'exploitation, moins de pillage. Notre souci principal, ce n'est pas d'organiser les enfourchages mutuels des hommes entre eux ou alors la dégustation mutuelle des foufounes des femmes entre elles. C'est-à-dire, ça peut se discuter, mais c'est très marginal. On en fait un élément principal comme si c'est ce dont l'Afrique a besoin en première ligne aujourd'hui. C'est totalement débile. Et quand monsieur Ousmane Sonko s'exprime sur la question et dit « laissez-nous faire à notre guise », ils sont en train, c'est-à-dire l'instant d'après, comme par hasard, on le limoge parce qu'il a franchi le Rubicon, il a dit ce qu'il ne fallait pas dire, il est allé au-delà de la limite autorisée. Donc je ne peux pas vouloir, moi, Bassirou Diomaye Faye, que l'Afrique ait une ligne, que le Premier ministre ait une possibilité d'avoir des lignes fortes, de défendre des lignes fortes, mais en même temps, quand il est en train de faire cela, je suis le premier qui laisse mes oreilles le critiquer, et je suis le premier qui le démet de ses fonctions. C'est pas très cohérent. Et Sonko avait justement flairé cette mauvaise odeur il y a quelques mois déjà en disant que mais moi je comprends pas. Vous imaginez, ils sont amis, mais Sonko était obligé de venir parler sur la place publique pour vous prendre à témoin, vous, le peuple, parce qu'il n'est rien sans vous. C'est le peuple sénégalais qui fait de Sonko ce qu'il est. Il est le roi du Sénégal, et un roi n'est rien sans sujet. Et donc il vient voir ceux qui l'ont fabriqué. Il dit à ceux qui l'ont fabriqué, c'est-à-dire le peuple sénégalais, que celui que lui il a fabriqué, c'est-à-dire Bassirou Diomaye Faye, il dit: chers Sénégalais, vous m'avez fabriqué, je vous dois des comptes. Moi, en retour, j'ai fabriqué Diomaye Faye et il me doit des comptes. Mais bizarrement, quand je vais le voir, je ne vois pas trop... il est mou, il prend le temps, il ne semble pas trop gêné par ce que je subis, donc c'est problématique. Tu ajoutes donc à ça le premier élément que j'ai mentionné, c'est-à-dire la volonté de raffermir et de consolider la coalition Diomaye président. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il cherche, le Bassirou Diomaye Faye? Et tu as maintenant élément numéro 3, dans l'entourage de Ousmane Sonko, tu as des gens
son entourage politique, son environnement immédiat également, tu as des gens qui se plaignent que ils ont comme l'impression qu'il y a une sorte de filature du gouvernement sur leur mouvement, comme si Diomaye Faye cherchait à contrôler, à filer, à surveiller. Voilà, c'est-à-dire on moucharde tout le monde, c'est-à-dire comment on dit,